tous, nous sommes dans Territoire, nous sommes à Uzès cette semaine, les truffières d'Uzès. Je suis en compagnie du responsable des lieux, Michel Tournaire, bonjour. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance, on va voir un petit peu le domaine. Vous avez, on va dire, une succession de trufficulteurs, c'est la combien de génération? Moi je suis la troisième génération. Troisième génération, donc pourquoi, qui a eu l'idée de planter ici des arbres pour C'est mon grand-père qui a commencé il y a 70 ans à planter quelques arbres truffiers. On les voit, ils sont là-bas, on les a gardés, c'est les plus vieux, les ancêtres. Et après mon père qui a commencé à planter, on va dire dans les années 70, et il a planté jusqu'à 10-15 hectares de plantation. D'accord. Et puis moi j'ai repris la suite dans les années 80 quand j'ai repris l'exploitation et j'ai continué avec une approche un petit peu différente. Parce que si en 96-97 je faisais plus de 150 kg de truffes, en 2003, l'année de la canicule, j'ai fait à peine 5 kg. Ah oui, plus il fait chaud, moins on a c'est une histoire de pluie en été, et puis d'arriver à maîtriser un petit peu les problèmes de météo notamment. La truffe a besoin d'eau dans son cycle qui est de 9 mois, entre les naissances au printemps et le grossissement en été et la maturité à l'automne. Il faut de l'eau entre le 15 mai et le 15 septembre. Il faut au moins 20 à 30 mm tous les 3 semaines. Vous êtes tributaire du temps alors ou vous arrosez? Ici on arrose. Voilà, l'arrosage, on s'adapte. Mais on sait très bien, malgré le fait qu'on arrive à maîtriser certaines choses, ça reste un champignon indomptable, dont la production est aléatoire, on ne peut pas la maîtriser. Donc la stratégie ici a été pour vivre de truffes, de développer l'amont et l'aval de la filière. Donc de créer, parce que le site est un petit peu exceptionnel, c'est 15 hectares de plantation d'un seul tenant, ce qui est unique en France, et dont les plus vieilles ont plus de 50 ans. C'est une des plus grandes truffières de France. On doit être une dizaine à peu près d'un seul tenant, avoir ce genre de structure. Et donc le site était exceptionnel, très, très bien placé géographiquement. Donc l'idée a été de développer, d'avoir une approche pédagogique du produit. Justement, on parle du diamant noir parce que la truffe ici, elle est de couleur un peu foncée. Non, le diamant noir, c'est une appellation qui a été faite par rapport à la gastronomie. D'accord. C'est Brière de Savarin dans la physiologie du goût en 1826, qui était un brillant gastronome, qui a surnommé la truffe le diamant noir de la cuisine. Voilà, donc cette appellation vient de là. Alors certainement que c'est lié aussi à son apparence visuelle, puisqu'on a l'impression que c'est des petites verrues, que c'est des petits diamants qui sont accrochés les uns les autres. Et puis voilà, le côté rareté, le côté exceptionnel en termes gustatifs, organoleptiques, oui, en termes gustatifs. Donc voilà, donc c'est une appellation qui est restée depuis 1826. D'accord, il existe des truffes blanches d'ailleurs, mais oui, c'est peut-être pas dans notre pays qu'on les trouve. Si, on en a une ici, mais qui n'a pas des qualités gustatives énormes, qui est une truffe intéressante. C'est la truffe blanche d'été, la Tubera estivum, qu'on ramasse ici, j'en ai, dans ces plantations que vous voyez qui ne produisent pratiquement plus de truffes noires, on arrive à trouver quelques truffes blanches d'été. C'est un produit qui se commercialise entre 100 et 200 euros le kilo, qui n'est pas inintéressant, mais qui n'a pas du tout la même capacité gustative, les mêmes qualités gustatives que la truffe noire. Moi, elle m'intéresse. Elle m'intéresse parce que quand je fais des visites au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, un chien travaille exactement pareil. Donc on prend les chiens, on va ramasser de la truffe avec les gens, on ramasse de la truffe blanche d'été. Puis après, comme elle n'est pas chère, quand on fait des dégustations, on peut y aller. Vous êtes plus généreux avec la blanche. Tout en relativisant, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Juste une dernière question, c'est sur les chiens. Est-ce qu'il y a des chiens qui ont plus d'odorat que d'autres pour la recherche On prend des chiens, nous, mon grand-père il disait, moi j'utilise des purs bâtards. Voilà, c'était un pied de nez à ceux qui revendiquent des chiens. Il y a des modes. Voilà, souvent, il y a le mode du Lagotto, qui est un chien qui est bon, mais qui n'est pas meilleur que les labradors ou que les chiens loups. On prend des chiens en général qui n'aiment pas trop la chasse, ou alors des chiens de recherche, style labrador, chien loup. Moi j'ai un labrador là, qui marche très très bien, et puis le reste, c'est des chiens décroisés, des chiens qui sont croisés. D'accord.
voyez le système traçant, le système pivotant. Voilà les sols, l'origine de ces sols, la géologie. Donc on aborde un petit peu pourquoi ces sols-là sont favorables à la truffe. Comment on fait pour avoir des arbres comme ça, aussi beaux dans des sols comme ça. Ça, c'est les capacités d'adaptation des racines au milieu finalement. Au milieu. Donc ça, on sait que ça a 3000 ans parce que ça fait 60 cm. Ce sont des sols, on le voit, qui sont nés vraiment au fond de la mer. On voit donc ces couches, chaque dépôt, avec cette partie plissée, qui elle certainement est née avec la tectonique, avec la naissance des Pyrénées. Ici, la truffe ne supporte pas quand l'eau stagne. Donc ici, quand on a des épisodes cévenols, des 300, 400 mm, ben le lendemain, on marche comme ici. Parce que l'eau, vous voyez, avec cette roche qui est ça plissée, permet de drainer. Voilà, ça permet de tout drainer. En allant dessous l'arbre, j'ai voulu faire voir que ce sont des arbres à pivot, donc logiquement, on pense que le pivot descend. Et bien non, le pivot s'est adapté à un sol. Donc les racines sont parties en traçant, et dès que la racine a la capacité à détecter les obstacles et les contourner, et les moindres failles, vous le voyez dans la partie en 3D, donc... Vous voyez où les racines arrivent à se glisser, c'est absolument impressionnant, à transpercer les rochers, à se glisser au milieu des rochers. Oui, on les voit, elles trouvent une sortie. Voilà, et dès qu'elle a franchi la zone, ce qu'on appelle la zone compacte, elle est dans ce qu'on appelle le millefeuille, qui est une zone relativement friable, où là, elle a une réserve en eau absolument, c'est tout le temps humide, même en été. L'idée est d'expliquer tout ça pour que les gens comprennent bien l'environnement dans lequel évolue la truffe. Et la truffe, on la trouve, on va dire, dans les 15 premiers centimètres. Et la taille et les racines, ce sont des très très petites racines qui émettent la mycorhize, qui est l'élément qui relie l'arbre à la truffe. D'accord. Voilà, parce que la truffe est un champignon symbiotique, je vous laisse pas beaucoup parler. Non, je vous écoute, moi, je suis passionnée là. Ouais. Vous êtes bien parti sur votre lancée, je vous laisse faire. Parce que la truffe est un champignon symbiotique, ça veut dire qu'elle a obligatoirement besoin d'un arbre ou d'une plante haute. Et c'est un échange. C'est-à-dire que l'élément qui relie l'arbre à la truffe, on l'appelle la mycorhize. L'arbre, comme la truffe est un champignon souterrain, ne peut pas appliquer, comme le font les arbres, la photosynthèse, c'est-à-dire capter le gaz carbonique pour se nourrir, pour la nutrition carbonée, pour les sucres. Donc c'est l'arbre qui, à travers les racines et l'élément symbiose, j'essaie de résumer, parce que va y amener cette nutrition carbonée. Et en contrepartie, une racine qui est mycorhizée, donc avec le champignon dessus, ce sont des petits filaments invisibles, on ne les voit pas à l'œil nu, permettent aux racines de beaucoup mieux augmenter les zones de contact dans le sol et donc de mieux capter les éléments nutritifs. Et dans des sols comme ça, c'est primordial. Un arbre qui arrive à explorer toutes les zones, le moindre millimètre carré de terre, se comporte beaucoup mieux dans la nature. Oui, c'est vraiment un échange. Allez, toi tu me nourris et moi je te nourris aussi. Gagnant-gagnant. Voilà, gagnant-gagnant, je l'avais dit. On l'a dit. Je te nourris, tu me nourris, un échange de bons procédés. Et bien justement, restons dans la nourriture. Et c'est tout logiquement que nous partons pour notre rubrique recette du jour, constituée d'un dessert à base de truffes. Direction le restaurant Millésime. Mais attention, souffler n'est pas joué. Vous êtes toujours dans le territoire, nous restons dans la thématique de la truffe. Je suis au restaurant Le Millésime en compagnie de David Pieruccetti, le responsable des lieux. Bonjour. Vous allez nous préparer un dessert à base de truffe. Tout à fait. Présentez-nous tout ça, ça va être quoi ce dessert? Alors je vais vous réaliser un soufflé chaud à la truffe confite. On commence par quoi alors? Allons-y David. Alors la base de notre soufflé chaud, ça va être une crème pâtissière, des blancs en neige. Et bien évidemment, la truffe que l'on va confire. Alors, on va déjà commencer par la truffe, puisqu'il y a 15 à 20 minutes pour faire confire notre truffe. Très simple, hein. On va prendre une petite casserole, un petit peu d'eau, un peu de sucre pour faire un léger sirop. On va laisser un quart d'heure. Donc on va réaliser notre sirop avec notre truffe. On va prendre notre truffe, on va réaliser une brunoise. Donc on va servir pour 6 personnes, on va prendre 25 grammes de truffe à peu près. Alors, donc là on va réaliser une brunoise. On a les bonnes odeurs qui se dégagent. Là déjà, ça va commencer là. On est généreux en quantité là. Oui. Là on a 25-30 grammes. Ah, c'est sûr qu'on a un coût de revient un petit peu élevé, mais c'est tellement bon, vous allez voir. Et là donc on va mettre notre truffe à confire dans un léger sirop. Voilà. Et là, 15 à 20 minutes, tranquillement. Deuxième étape, on va réaliser une crème pâtissière avec les jaunes,
le sucre. Alors là, pour 5-6 personnes, on va partir sur 6 jaunes d'œufs, 250 g de sucre, 50 g de farine et un demi-litre de lait pour 6 soufflets. Pour commencer, Les jaunes. nos jaunes d'œufs, le sucre, on va blanchir les jaunes et le sucre. Ça rend le mélange homogène, c'est important, pour qu'on ne sente plus le sucre, sachant qu'en plus on va incorporer ensuite la farine qu'on aura au préalablement tamisée. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer notre lait. Alors 2 ml de lait. Voilà, un demi-litre de lait à ébullition, ça va aller relativement vite. Notre farine, tout doucement. Voilà. Merci. Alors la particularité de notre crème pâtissière, c'est que on ne va pas du tout l'aromatiser à la vanille ou quoi que ce soit, puisqu'on ne veut pas couper le goût de la truffe. Dedans, il y aura uniquement la truffe confite et le marc de truffe. Le lait, on le porte pas à ébullition, hein. Ça va être. On porte le lait à ébullition, à frémissement. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Alors là, il y a plusieurs petits secrets dans la recette. Je ne vais pas verser tout le lait. Hein. Je vais verser juste la moitié du lait. Voilà. Petit peu par petit peu. Petit peu par petit peu. Là. Voilà, on va s'arranger. On mélange l'ensemble pour que ce soit bien homogène à nouveau. On va bien incorporer l'appareil. Voilà. Et là, à ce moment-là, on va tout remettre dans notre casserole avec le restant du lait. Et là, maintenant, on va incorporer l'ensemble du mélange avec le reste du lait. Et alors là, c'est là qu'il faut des bras. Hein. On tourne sur le feu. Voilà, sur le feu, voilà, on tourne sur le feu. Et on n'arrête pas, hein. Surtout pas parce que sinon c'est que ça va attacher. Si elle attache, c'est fini. Hein. Et il faut quoi? Faut que ça épaississe un petit peu Faut là? que ça épaississe. Voilà. Là, je commence à le sentir. Voilà. Là, c'est terminé déjà. Vous voyez, ça a été vite. Alors, on va laisser tranquillement refroidir, hein, mais pas longtemps puisqu'on a besoin qu'elle soit tiède hein, pour réaliser le soufflé. Maintenant, on va parfumer notre crème pâtissière avec le marc. Donc maintenant, on va parfumer notre crème pâtissière. J'ai 5 centilitres de marc de truffe. Moi, ma recette d'origine, je mets du Grand Marnier. Là, on adapte Voilà. pour rester dans la Tout à fait. thématique de la truffe. Voilà. Je ne sais pas si vous sentez déjà. La caméra, ça passe pas, mais Mais nous, on sent. Hein. là, On a cette sent. chance. C'est impressionnant. Hein. C'est super bon. On va égoutter nos truffes confites. Voilà, elles sont prêtes. On prend nos petites écumoires. Alors, comment on voit qu'elles sont confites? C'est au bout de combien de temps à peu près? On a dit un quart d'heure? 15-20 minutes. D'accord. 15-20 minutes. Voilà. Notre diamant noir. On incorpore à la On crème. incorpore à la crème pâtissière. On mélange tout ça. Et on mélange tout ça. Voilà. Maintenant, je vais vous donner mon petit secret, d'accord, pour réaliser Chouette, un secret. un beau soufflé, d'accord. Le secret du soufflé, c'est la façon qu'on va beurrer notre moule. Donc pour ça, il faut des moules à souffler, de préférence, du sucre, du beurre et un pinceau. Donc on va beurrer nos soufflés, Nos moules. nos moules, on va y arriver. On va beurrer nos moules de bas en haut. Et c'est très important, c'est ça? Exactement. Je fais des soufflets. Vous voyez, je monte du haut vers le bas, de bas en haut. Comme ça, je signifie au soufflet, il faut que ça monte. Aucun intérêt de beurrer le fond. Ça colle pas au fond? Ça colle au fond, c'est pas trop gênant. Il faut que le reste de l'appareil monte. Deuxième étape, On met du sucre. on met du sucre. Vous voyez, on tourne autour. Le but, c'est que le sucre recouvre l'ensemble de la paroi. On enlève le surplus, et voilà, comme ceci. C'est étonnant ça de mettre du sucre. Du coup, ça va pas coller, ça va pas Du tout. caraméliser. Du tout, du tout. Au contraire, ça va l'accompagner. Maintenant, dernière étape avant de monter nos soufflets, les blancs en neige que l'on va monter. 2 blancs en neige par soufflet, tout simplement. Je ne mets pas de sel, pas de sucre, juste nature les blancs en neige.
Opération terminée. Voilà, opération terminée. Voilà. Des œufs bien fermes. Impeccable. Voilà, formidable. Reste donc maintenant à incorporer les blancs à la crème pâtissière. On va Étape réaliser cela délicate. en 2 temps, étape délicate. Alors, dans un premier temps, je vais mettre un tiers de mes blancs en neige dans ma crème pâtissière, comme ceci. Là, j'incorpore, mais vigoureusement, hein. Voilà, en essayant d'aérer. Et maintenant, je mets l'ensemble de l'appareil dans les blancs en neige qui me restent. Et là, on va Faites mélanger. toujours la technique comme ça. Toujours, ouais. Et à la maryse. Voilà. On va chercher au fond. Il va ne nous rester plus qu'à remplir les moules et on pourra lancer la cuisson. Dernière étape, on va remplir nos moules. Je remplis les moules délicatement. On doit remplir à ras-bord là? À ras-bord, hein, Ouais. juste à ras-bord. C'est pas peine d'en mettre plus haut. Hein. C'est pas pour ça qu'il sera plus beau le soufflé. Non, c'est pas la quantité qui fait qu'il Non, tu tout vas à fait. gonfler. Aucun intérêt de tricher. Non, je dis ça, c'est pour mes garçons, ça leur arrive. Voilà. Reste maintenant plus qu'à enfourner nos soufflés. 180 degrés, chaleur tournante et 10 minutes de cuisson. On a fait préchauffer le four, hein? Tout à fait. Hein, four sur bien chaud, là on est bien à 180 degrés. D'accord. Tout va bien. On va les enfourner. C'est parti Allez, alors. c'est parti. 11 minutes. Allez. C'est On précis. C'est le temps d'ouvrir et de fermer la porte. Et ça monte en température. Allez, on va sortir nos soufflets Ils sont tout beaux, tout gonflés. et on va pouvoir les déguster. Magnifique. Superbe. Bien doré, bien gonflé. C'est parfait ça. Un petit coup de Petit coup de déco dessus. petit pot de glace. Pour la petite touche, un petit peu de truffe confite. Voilà, ceci. Là, faut vite servir avant que tout ne Exactement. retombe. Allez, c'est parti. Bon appétit.